Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. On vous l'avait promis, on avait une surprise pour vous. On a tenu ça tranquille, puis on est en train de le faire. Une entrevue avec Pierre Poilievre. Merci de l'invitation. Merci beaucoup d'être là, M. Poilievre. Vous êtes dans une tournée du Québec actuellement, dans le fond. De ce que je comprends, vous avez plusieurs... c'est une tournée qui suit le budget. Est-ce que c'est vraiment de ça qui est la priorité en ce moment, ce nouveau budget-là? Je pense qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui, qui vient d'être déposé par le gouvernement Carney. On l'a attendu beaucoup. Il est là. C'est quoi les premières impressions de ce fameux budget-là? Il faut garder votre portefeuille. Oui, hein? C'est une énorme dépense. C'est drôle parce que M. Carney nous a promis d'être un banquier capable de contrôler les dépenses différemment que Justin Trudeau. Mais regarde, le déficit est 2 fois plus grand sous Carney que ça l'a été sous Trudeau. Et je rappelle aux gens que chaque dollar que le gouvernement dépense sort de vos poches. Il n'y a rien de gratuit. Ou bien ils vont le taxer, ou bien c'est l'inflation que les déficits et l'impression de l'argent qui les finance va causer. Et donc, vous le voyez dans les prix plus élevés à l'épicerie, pour le logement et pour toute autre chose. Donc, ça coûte cher, M. Carney. Honnêtement, jamais dans l'histoire, un budget a forcé les gens de payer autant pour si peu que ce budget de 80 milliards de dollars de déficit. Donc, c'est ça la première impression. Et évidemment, moi, je veux un État moins grand. Je veux couper dans la bureaucratie, les consultants, le BS corporatif, l'aide à l'étranger, l'argent qu'on verse aux faux réfugiés, tout ça pour réduire le déficit et permettre aux gens de s'offrir une vie abordable pour une fois. Parce qu'on savait, juste avant qu'il y en enchaîne, dans la dernière élection, lors d'un des débats en particulier, je me rappelle, M. Carney a dit « Le budget va être balancé en 3 ans ». Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il y a une météorite qui est tombée, quelque chose? Parce que je comprends pas comment on peut être passé de « on balance le budget en 3 ans » à là, l'équilibre budgétaire, juste pour le dire aux gens qui nous écoutent, là, c'est même plus à l'horizon. Là. Donc, les projections sur... Je pense que d'ici 2030, là, on dit que ça va être 56 milliards ou 55 milliards par année, mais il y a zéro horizon d'équilibre budgétaire. Là. Exactement. Puis en plus, ils vont, selon leurs propres chiffres, c'est pas moi qui fais une allégation, ils vont ajouter 314 milliards de dollars de dette d'ici 5 ans. C'est un tiers d'1 billion de dollars. C'est énorme. On parle de 20 000 dollars pour chaque famille canadienne en nouvelle dette. C'est la dette qu'on va additionner d'ici 5 ans sous le plan Carney, selon ses propres chiffres. Et ça assume qu'il n'y a pas d'autres dépenses qu'il en ajoute après. Donc, c'est pour ça qu'on voit l'inflation est en hausse encore. Malheureusement, les prix augmentent plus rapidement que les chèques de paie et ce budget coûteux va aggraver cette situation, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Canadiens dans les 15 dernières années? Parce qu'on se rappelle, le plus gros déficit du gouvernement Harper était de 56 milliards de dollars à peu près en 2008-2009, même, dans la pire crise financière depuis 1929 à ce moment-là. Donc, on comprend que l'assurance chômage monte, les revenus de taxes baissent, c'était circonstanciel. Ouais. On s'est remis à faire des surplus par après. On donne les clés au gouvernement de Trudeau éventuellement. Et là, Harper nous met en garde avec un fameux vidéo à un moment donné qu'on promet des petits déficits. Tiny little deficit. J'ai adoré cette vidéo-là à l'époque. Mais on mettait en garde les Canadiens contre des déficits de 10 ou 15 milliards de dollars à cette époque-là. Est arrivé évidemment la pandémie, mais aujourd'hui, on a normalisé un déficit de 80 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression que les Canadiens étaient plus inquiets d'un déficit de 10 milliards en 2015 que de 80 milliards aujourd'hui.
Nous sommes devenus un peu le grenouille dans l'eau qui réchauffe graduellement. Et chaque fois que ça augmente 1 degré, on dit « Oh, c'est juste 1 degré ». Mais à un moment donné, l'eau va nous brûler, vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé. Et les libéraux, chaque fois, ils promettent des petits déficits, ils promettent que tout va être gratuit. Mais évidemment, ce n'est pas gratuit. Et je rappelle aux gens que vous allez payer la facture ou bien dans les taxes et impôts au futur, ou bien dans l'inflation actuelle, ou bien les deux. Et la plus grande préoccupation pour les Canadiens maintenant, c'est le coût de la vie. Donc, selon tous les sondages. Donc, il y a un lien. Quand le gouvernement emprunte de l'argent, ça crée l'effet d'augmenter les prix pour tout le monde. C'est seulement les banquiers et les gouvernements qui en profitent. Ouais. Et c'est la classe ouvrière qui paye le prix. Et c'est pour ça que, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, il y a toute une génération qui ne peuvent plus acheter une maison. Il y a 25 des 25% des Canadiens qui doivent manquer les repas, sauter des repas parce que ça coûte trop cher. Il y a des gens, un grand pourcentage de notre population qui sautent des repas pendant toute une journée, chaque semaine, parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures selon les reports des banques alimentaires. Donc, il y a des vrais coûts. Ce n'est pas juste des comptables, c'est des effets humains qui sont le résultat d'un gouvernement qui coûte trop cher. C'est vraiment injuste et c'est l'une des raisons pour lesquelles la richesse se concentre entre les mains des plus riches. Des gens de la gauche, les socialistes, disent toujours qu'ils n'aiment pas la concentration de richesse, mais leur politique d'emprunter de l'argent, ça favorise les riches. Pourquoi? Parce que si on a des actifs qui augmentent avec l'inflation, on peut simplement emprunter de l'argent. Cet argent-là baisse en valeur, mais les actifs qu'on achète augmentent en valeur et on devient de plus en plus riche. Donc, c'est un grand transfert de la classe ouvrière aux très riches, aux banquiers, aux bureaucrates. Et c'est pour ça qu'on voit une division massive dans notre société. Et il faut renverser la tendance avec une monnaie qui est dure et qui garde sa valeur, avec des budgets équilibrés et un gouvernement discipliné. Parce que vous dites payer la facture, je pense que c'est un bon exemple à prendre. On en a parlé dans une émission où on couvrait un petit peu plus les détails du budget. Mais maintenant, les intérêts qu'on paie chaque année sur la dette sont aussi importants que la TPS que les gens payent. Exactement. Donc, ça veut dire que les gens qui nous écoutent, si vous allez au restaurant et ça vous coûte 100 $, 5 $ seulement va à payer dans les taxes qu'on vous charge sur votre facture, à payer les intérêts de la dette. Donc, c'est pas juste... Parce que souvent, les gens disent, ouais, mais ils ont l'impression que c'est comme théorique, la dette. C'est pas nous qui payons. Oui, c'est vous qui payez. Oui. Il y a chaque fois que vous achetez pour 100 $ de marchandises taxables ou que vous allez au restaurant, le 5 $ de TPS que vous payez sert non pas à payer la dette, si au moins ça payait la dette, on dirait que c'est une bonne nouvelle, ça sert à payer les intérêts. Donc, la carte de crédit, en fait, là. Exactement. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens parce que je pense que ça devient un peu théorique, ouais, 78 milliards, 80 milliards, 30 milliards. Mais ça, c'est réel. Là. À chaque facture que vous payez, le 5 $ ne paie que du vent en réalité. Là. Exactement. Et en plus, les transferts en santé, c'est à peu près 54 milliards de dollars. Les intérêts sur la dette, c'est 55 milliards de dollars. Donc, on paie plus pour l'intérêt sur notre dette qu'on paye pour les transferts aux provinces pour livrer la santé sur le terrain. Et en plus, comme vous l'avez dit, payer le TPS, c'est un prix que les gens payent chaque jour pour des banquiers et au lieu pour des infirmières et des médecins. Donc, il y a un vrai coût. Et aussi, il faut reconnaître que ça, c'est maintenant quand les taux d'intérêt ne sont pas trop élevés. À l'avenir, ça peut changer très soudainement et on va être dans une pire situation où on gaspille de l'argent pour enrichir les banquiers au lieu de supporter notre propre monde. Donc, il y a un vrai coût. Heureusement, nous savons ce qu'il faut faire pour renverser la tendance. On l'a fait dans les années 90 à tous les niveaux du gouvernement. On a eu une rigueur économique. Même ici, M. Bouchard a été très, très discipliné avec l'argent, je l'admire. Les libéraux du temps, Paul Martin, Jean Chrétien,
les conservateurs en Ontario, Alberta, Manitoba ont tous équilibré le budget en livrant les services. Et la croissance économique était exceptionnelle. Le chômage est tombé, l'inflation est tombée. Donc, c'est possible. On a vu des autres pays, l'Irlande, l'Israël, la Suisse, le Singapour, qui ont fait exactement la même chose. Et la population a très bien bénéficié. Ça a rendu ces juridictions très riches, les gens très prospères et les services sociaux encore mieux qu'actuellement. Parce que l'argent va vers les services au lieu que sur la dette ou sur la bureaucratie. Yves-François Blanchette commente le budget du Bloc québécois en disant « C'est un budget qui est pétrolier et conservateur. » Je trouve que c'est le fun. On a un expert conservateur devant nous. Qu'est-ce qu'il y a de conservateur dans ce budget-là, au juste, selon Yves-François Blanchette ou selon vous? Il n'y a pas grand-chose. Ce que M. Blanchette ne comprend pas, il n'arrête pas de parler des subventions pour les pétroliers. Les pétroliers ne veulent pas des subventions. Ils ne cherchent pas ça. Ils cherchent simplement de pouvoir bâtir des pipelines avec leur propre argent pour acheminer leurs produits aux marchés mondiaux. C'est tout. Moi, je n'ai jamais proposé de supporter des subventions pour n'importe quelle industrie. Je crois dans la liberté d'entreprise. Permettant les entreprises d'investir leur propre argent dans les projets qui leur sont rentables pour envoyer notre produit aux marchés mondiaux. Le budget ne fait pas ça. Le budget, M. Carney est au pouvoir depuis 7 mois. Il ne s'est pas prononcé en faveur de nouveaux pipelines vers le Pacifique. Il y a un parcours de l'Alberta en Colombie-Britannique qui pourrait livrer 1 million de barils par jour pour nourrir le marché asiatique de 2,5 milliards de consommateurs en recevant des prix mondiaux au lieu des prix supprimés par les Américains. Puis on parle de 10 à 15 de différence de barils. C'est grand. Et 15 dollars fois 1 million par jour. C'est fou, là. Oui, qu'on perd parce que les Américains monopolisent notre pétrole. Ils nous payent moins que le prix mondial. Ils le revendent au marché mondial à leur profit. Parce qu'ils ont les infrastructures, eux autres, pour le revendre. Exactement. Parce qu'ils sont capables de livrer le produit aux côtes océaniques. Nous ne sommes pas capables de le faire. Ce que j'ai dit, simplement, le gouvernement fédéral doit fournir des permis, pas des subventions, des permis rapides pour livrer le pétrole albertain au Pacifique, dans le nord de la Colombie-Britannique. Il faut légaliser les navires de le transporter. Maintenant, c'est banni pour les Canadiens. Lorsque les navires américains passent de l'Alaska vers le côte ouest des États-Unis, dans les mêmes eaux, on dit, OK, les Américains peuvent le faire, mais nous ne le pouvons pas. Pour vrai, là. Oui, c'est vrai. On a banni, évidemment, le pétrole qui provient de l'Alaska, ça va vers la Californie en passant par les eaux où le gouvernement canadien bannit les navires canadiens. C'est du Elboza ou quoi? Mais justement, parlons-en d'Elboza, parce que lors de la campagne, M. Carney a été élu un peu comme M. Canada, en gros. C'était ça la promesse. Et moi, je l'avais dit au lendemain de l'élection, on pourrait retrouver l'enregistrement de ça, j'ai dit, il me semble que l'unité canadienne n'a jamais été aussi fragilisée qu'elle l'est aujourd'hui par manque de leadership. Et là, c'est ce qu'on voit. L'Alberta tente de négocier par elle-même avec les États-Unis. Il y a un mouvement séparatiste là-bas qui prend de l'ampleur. Au Québec, il y a les indépendantistes qui seraient probablement élus aux prochaines élections. Doug Ford aussi tire de son côté. On sent que ce pays-là, en fait, il n'y a pas d'unité. On ne parle pas d'une seule voix pour nos enjeux. On nous avait promis le libre marché canadien, la fin des barrières interprovinciales. Il n'y a rien de ça qui est livré. En fait, il me semble qu'on n'a jamais été autant, chacun pour soi, toutes les provinces de leur côté. Comment on fait pour ramener un peu tout le monde ensemble et dire, écoutez, là, à 10, je pense qu'on devrait être capable de s'entendre. On n'est pas 50. Comme au Sud, on est 10. Oui, exactement. On devrait normalement être capable à 10 de trouver un terrain d'entente sur des politiques communes. Ça ne semble pas être le cas du tout là, en ce moment. C'est un manque de leadership au niveau national. Je pense que les provinces essaient de comment dit-on, remplir le vide qui est là à cause de M. Carney.
écoutez, après 7 mois au pouvoir, est-ce que quelqu'un peut dire c'est quoi la stratégie de M. Carney face à Trump? La stratégie. Apparemment, c'était elbows up, mais il avoue maintenant que ce ne l'est plus. Donc, c'est quoi la stratégie? Il a dit qu'il allait avoir un deal avant le 21 juillet. Il n'y a pas de deal. Il allait négocier une victoire. Il n'y a pas de victoire. Les tarifs américains ont doublé, sur le bois d'œuvre triplé depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Et on dit pas, on n'a aucune idée c'est quoi sa stratégie face à M. Trump. On voit Madame Sheinbaum de la Mexique. Elle fait des avances. En fait, les exportations de la Mexique aux États-Unis ont augmenté depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Mais on dirait que tout le monde est capable de s'entendre avec lui, sauf nous. C'est ça le bout que j'ai de la misère à comprendre. M. Trump est allé au Japon et il avait l'air de très bien s'entendre avec la nouvelle leader du Japon. Je rappelle que les États-Unis ont quand même mis 2 bombes nucléaires sur le Japon par le passé. Et il me semble que si eux sont capables de s'entendre, nous, on partage un continent commun, on a une histoire en commune. Je comprends là, tout le contexte, mais on devrait être capable de s'entendre commercialement parlant. Après, politiquement, c'est autre chose, mais on est comme condamné à ça d'une certaine manière. Là. M. Carney a fait croire aux Canadiens qu'on était comme devenu un pays d'Europe. Là. On n'est pas un pays. Il n'y a pas de camion qui peut traverser. Là. Ça, non, exactement, c'est vrai. Et on a une entente de libre-échange avec les Européennes depuis longtemps. Je supporte ça, mais il fait des voyages en Europe. Il n'y a pas une autre entente dont on a besoin avec l'Europe. On a déjà une entente de libre-échange. Le problème pour nous face à l'Europe, c'est encore la même chose. On ne peut pas livrer nos produits les plus précieux en termes commerciaux et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est le gaz et le pétrole. On ne peut pas le livrer parce qu'il n'y a pas de pipeline à travers le Canada et il n'y a pas d'usine de liquéfaction de gaz naturel dans le côte Est. Moi, j'avais dit il faut une place de liquéfaction au Saguenay et dans les Maritimes à Terre-Neuve pour envoyer le gaz naturel en Europe, ce dont ils ont besoin. Ils crient après nous pour ce gaz pour ne pas devoir l'acheter de la Russie. Mais encore, les politiques environnementales des libéraux empêchent ces projets-là. Et c'est pour moi, je ne comprends pas comment ça aide l'environnement de donner à la Russie le monopole sur le marché européen pour le gaz naturel. On peut le liquéfier de façon le plus verte au monde. Notre météo très froid nous permettrait de le faire beaucoup moins coûteux ici au Canada comparativement aux États-Unis. Et nous pouvons le faire avec l'hydroélectricité. Et gagner énormément d'argent. Ici, au Canada, c'est 3 $ pour, million metric British thermal units. 3 $ en Europe, c'est... 1000 mètres cubes, je pense. Oui, en Europe, c'est 10 $. Même chose en Asie. Donc, il y a un énorme profit qui pourrait se faire si on permet aux entreprises de le financer eux-mêmes, sans subvention. Mais encore, le gouvernement est en place qui bloque ça. Il faut qu'il se débarrasse du chemin pour permettre ces genres de projets. Quand on arrive avec la stratégie de négociation avec Trump, ça vous pète un peu dans le visage en dernière campagne électorale. Les Canadiens sont dans un mode réplique avec le fameux elbows up. On veut montrer à Trump qu'on se tient debout, qu'on est plus fort. Puis, donc, on amène le débat sur les contre-tarifs. Les contre-tarifs qui nous ont coûté 4 milliards en taxes au Canada. T'sais, les gens l'oublient, mais un contre-tarif, c'est une taxe envers les Canadiens. Vous étiez dans une position un peu difficile de votre côté parce que votre instinct de libre marché vous dit que les contre-tarifs, c'est pas une bonne idée. De l'autre côté, les Canadiens ont le patriotisme dans le tapis et veulent répliquer absolument Donald Trump. Comment on fait pour réussir à tirer notre épingle du jeu sans nuire à notre économie? Parce qu'à mon avis, des tarifs ou des contre-tarifs appliqués pour les Canadiens, ça nuit à notre économie quand on fait ça. Il y a une certaine vérité en ça. Moi, je crois... Par contre, qu'il nous faut une industrie de l'acier, de l'aluminium, et il faut garder ces industries en place pour les raisons stratégiques. Il n'y a pas beaucoup de bons choix pour nous quand notre plus grand marché nous frappe avec des tarifs. Des subventions, c'est vraiment pas idéal. Donc,
comment est-ce qu'on fait pour nous assurer la capacité de fournir notre économie avec cet essentiel produit qu'on appelle l'acier. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai supporté des contre-tarifs afin de protéger notre industrie, aussi de nous donner la capacité d'aller à M. Trump et de dire, écoutez, on peut éliminer ça si vous le faites aussi et chercher des concessions des Américains en même temps qu'on offre des concessions. Ce qu'on a vu maintenant avec M. Carney, il a menacé et appliqué des contre-tarifs juste pour les retirer sans obtenir aucune concession de l'autre côté. Pendant la campagne électorale? Oui, même en secret, il a enlevé les tarifs lorsqu'il était en train de crier « elbows up ». Donc, c'était une campagne extrêmement malhonnête. Et on voit que M. Carney fait exactement le contraire en pratique de ce dont il a parlé pendant la campagne électorale. Prochaine fois, je pense que les Canadiens sauront que c'est quelqu'un très manipulateur qui dit une chose avant et fait exactement le contraire après. Moi, j'ai essayé de toujours garder la consistance et dire la même chose avant et après des élections. Je dis la même chose depuis 20 ans après, à peu près. Et c'est ça l'approche que je prends. J'entendais Mme Smith, Danielle Smith, qui disait dans une entrevue qu'elle a donnée, je pense que c'était à CBC à un moment donné, elle disait, nous, les Albertains, le gouvernement albertain, peu importe qui allait être élu aux États-Unis, on savait un peu à quoi s'attendre. On sait que les démocrates ont telle priorité, les républicains ont telle priorité. Comment expliquer que le gouvernement canadien, on dirait, est comme tombé des nues de voir que les républicains étaient élus? Il me semble que dans un jeu à 50-50, il y avait cette possibilité-là très réelle, mais on dirait que c'est comme s'ils vivaient d'amour et d'eau fraîche en se disant on espère que les démocrates remportent, puis on n'a rien prévu pour la suite. Parce que l'agenda tarifaire, la vision protectionniste républicaine, elle a été articulée plusieurs fois. On a vu M. Trump aller à Joe Rogan, notamment, mais dire le tariff is the most beautiful word. Donc, pourquoi le gouvernement était surpris d'apprendre ça? Si vous aviez été au pouvoir... comment on fait pour comme se préparer à ça? Il faut ouvrir d'abord, j'imagine, des canaux de communication avant. Là, on dirait qu'ils ont attendu que M. Trump soit inauguré. Et là, ils ont dit « Ah, mon Dieu, on ne sait plus quoi faire. » On a été pris au dépourvu. Là. Exactement. Et maintenant, on est dans une place où, dans la pire situation, où les tarifs continuent, notre économie est en baisse. On a l'économie qui décline le plus rapidement dans le G7 après que M. Carney a promis que ça allait être de grandir le plus vite. Donc, il me semble qu'il n'y a pas de plan et on continue avec les mêmes politiques de 10 ans des libéraux qui ne marchent vraiment pas. Et avant des tarifs, on avait déjà vu que l'investissement a fui notre pays. En fait, M. Carney l'a avoué, il a dit que depuis 5 ans, 500 milliards de dollars d'investissement net a quitté notre pays vers les États-Unis. Et ça, c'était avant les tarifs. Donc, imaginons combien ça va être pire maintenant. Donc, il faut renverser la tendance et il faut aussi contrôler ce qu'on peut contrôler. Personne ne va pouvoir contrôler Donald Trump. M. Carney l'avoue maintenant. Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler? Nos taux de taxes et d'impôts, nos réglementations, nos ressources naturelles. Nous pouvons contrôler ça. Et moi, je veux libérer notre économie en éliminant les taxes, les impôts, offrant les permis de construction les plus rapides au monde. Oui, on peut protéger l'environnement. Ça ne prend pas 20 ans pour décider si une mine va fragiliser notre environnement. On peut prendre la décision en 18 mois et nous permettrait d'utiliser les billions de dollars de richesses qui sont sous notre terre. Donc, c'est ça l'approche que nous pouvons prendre, peu importe qui est le président des États-Unis et qu'est-ce qu'il fait. Quand on regarde les choses qu'on peut voir venir d'avance, par exemple, présentement au Québec, le Parti québécois est en avance dans les sondages, a une promesse de référendum dans son programme dès 2027.
l'Alberta, l'agenda séparatiste augmente tranquillement aussi. Ouais. C'est quoi l'approche? On sait que le gouvernement conservateur, d'une manière historique, est très décentralisateur, laisse les provinces beaucoup aller de leur côté. Mais c'est quoi l'approche d'un futur premier ministre conservateur face à ces tendances séparatistes-là, si on veut, à l'intérieur du pays? Tout d'abord, mon message pour les jeunes Québécois qui sont attirés de plus en plus par la souveraineté, c'est je comprends la frustration qui vous a amené à cette opinion. Depuis 10 ans, votre gouvernement fédéral a dit qu'il n'y a pas d'identité nationale, on est un État post-national. Et en plus, l'opportunité que les jeunes prenaient pour acquis il y a 20 ans n'existe plus. Fonder une famille, acheter une maison, avoir 2, 3 enfants, nourrir votre famille de bonne nourriture, tout ça, ça n'existe plus à cause des politiques économiques. Et c'est naturel que les jeunes, pas juste au Québec, mais en Alberta aussi, se disent, regardent là, pour l'option souverainiste favorablement. Mon message pour eux, c'est, écoute, on peut ramener la promesse où si vous travaillez fort, si vous êtes ambitieux, vous pouvez avoir une belle vie, vous pouvez fonder une famille, acheter une maison, lancer une entreprise, faire quelque chose d'extraordinaire. Et aussi que nous avons une identité nationale qui, oui, comprend le nationalisme québécois. Le nationalisme québécois fait partie de notre identité nationale. Et je pense que cette vision-là va ramener beaucoup de jeunes Québécois à dire, oui, mes ambitions peuvent être comblées au sein d'un Canada uni. On peut être un fier Québécois nationaliste en même temps qu'un Canadien patriotique. En fait, les deux sont ensemble. Et on peut le faire dans une économie qui donne de l'opportunité aux jeunes ambitieux Québécois. Donc, c'est ça mon message pour les jeunes Québécois, pour les jeunes Albertains. Et je pense que cette vision unificatrice va contrer la tendance souverainiste dans les deux provinces. On le sait, le Canada, depuis toujours, c'est une terre d'accueil, une terre où il y a eu beaucoup d'immigration qui est venue se joindre aux deux, puisqu'on disait autrefois les deux peuples fondateurs. Mais on observe qu'il y a quand même des tensions qui apparaissent, notamment les exemples des dernières années, c'est tout ce qui s'est passé avec Israël et la bande de Gaza, la Palestine. Et là, on a vu des manifestations un peu partout. Il y a des tensions communautaires ou religieuses au Canada. Vous en avez parlé. C'est quoi un peu la vision par rapport à ça? Parce qu'on a senti qu'au sein du gouvernement, c'était un peu, en gros, on essaie de ménager tout le monde. Il ne faut pas déplaire à aucune communauté, puis on ne dit rien, puis on fait comme si on n'avait rien vu. Mais on a vu, là, il y avait un article dans le National Post qui disait qu'il y a comme 600% d'augmentation des crimes antisémites au Canada dans les dernières années. Ça commence à être des vrais enjeux de tensions intercommunautaires, interconfessionnelles. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est quand même important pour l'avenir du pays. Oui, mais depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux, les crimes haineux, je pense qu'ils sont triplés. Ce qui est intéressant parce qu'ils étaient élus avec cette idéologie woke qui dit qu'on va contrer la haine, on va tout le monde, on va... Kumbaya, mais pourquoi le résultat, c'est plus de haine, plus de criminalité haineuse? La réponse, c'est que l'idéologie woke qui guide le gouvernement libéral divise les gens en groupes. C'est la politique identitaire qui, au lieu de voir l'humanité de chaque individu, les met dans un groupe. Et si on dit que, OK, ça c'est un groupe, un autre groupe, un autre groupe, et on va provoquer des chicanes entre ces groupes-là. Et pour la première fois dans notre histoire, on voit une violence entre des différents groupes ethniques sur le terrain canadien. Ce qui était spécial du Canada, c'est quand les gens arrivaient ici, ils laissaient à côté leur division. Les protestants et les catholiques se tuaient pendant des centaines d'années en Europe. Les Irlandais, Français versus Anglais, etc. Mais quand ils sont arrivés ici au Canada, on s'est attendu, il n'y avait pas vraiment de violence sectarienne. C'était très spécial, en fait. Mm-hmm. Et quand les gens de l'Inde, que ce soit les Hindus et les Sikhs, ou les gens du Moyen-Orient, juifs,
musulmans arrivaient ici au Canada, oui, ils n'étaient pas d'accord sur la politique étrangère, mais il n'y avait pas de violence au Canada entre ces groupes-là. Moi, je veux retourner à une idée Canada d'abord. Quand vous arrivez ici, vous êtes Canadien d'abord. Et vos identités de l'étranger, vous pouvez en être fiers, mais on laisse à la porte la violence et la haine entre les groupes à la porte. On est Canadiens et Canadiens d'abord. Et c'est ça l'approche que je veux réinstaurer et je suis convaincu qu'on va le faire. Vous parlez un peu de l'idéologie woke qu'on a vu dans la série mondiale avec les Blue Jays. On a changé l'hymne national, par exemple, pour faire référence aux terres non cédées. Pratiquement tout le monde qui a des formations d'entreprise n'est pas capable d'avoir une formation sans qu'on parle des terres non cédées ou de toute cette idéologie-là. Évidemment, comme premier ministre, on ne peut pas l'interdire, l'idéologie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour calmer un peu ça? Parce que la plupart des gens sont extrêmement mal à l'aise avec tout ce qu'ils voient de ce côté-là. Mais personne ne parle, on dirait. Tout le monde prend pour acquis que c'est correct parce que de toute façon, le premier ministre ou la femme du premier ministre va commencer ses speeches en parlant des terres non cédées. Moi, c'est un concept que je trouve complètement absurde, honnêtement. Oui, exactement. Et moi, je crois que il faut être fier de notre histoire. Il faut arrêter de parler de Canada comme était un grand crime contre l'humanité. Le Canada, c'est le meilleur pays au monde. Oui, il y a des injustices, mais il y a des injustices dans chaque pays dans l'histoire du monde. Et comparativement, le Canada a une belle histoire et un bilan dont on peut être fier, surtout pour les gens minoritaires. Et c'est la raison pour laquelle les gens minoritaires viennent ici comme immigrants. Ils ne viennent pas ici parce que nous sommes un pays qui veut opprimer le monde. Évidemment, il y a eu des injustices dans le passé, il faut comprendre, il faut essayer d'être meilleur pour l'avenir, mais de dénigrer notre pays constamment au lieu d'en être fier, je pense que c'est une erreur. Et on le voit maintenant avec un pays qui est plus divisé, moins d'identité. Et l'une des choses que je veux faire comme premier ministre, c'est réinstaurer notre identité patriotique et fière de notre histoire et enseigner les accomplissements que nous avons faits comme pays à nos enfants pour qu'ils puissent être unis et fiers de leur pays. Justement, lorsqu'on sonde les Canadiens, on leur demande de quoi ils sont le plus fiers au niveau des institutions, souvent, une des institutions qui est le plus respectée et qui a le plus l'approbation des gens, c'est l'armée, c'est les forces canadiennes. Ça a été beaucoup négligé dans les dernières années. Si vous parlez à n'importe quel militaire, vous dire on a du vieil équipement, on n'est pas capable d'avoir ce qu'on a besoin. Là, il y a de l'argent un peu qui est annoncé, un genre de plan de rattrapage. Pensez-vous que c'est suffisant? Et qu'est-ce que vous feriez pour redorer un peu? Parce qu'on ne peut pas défendre notre territoire, on ne peut pas maintenir notre souveraineté sans un minimum de forces armées. Là. Il y a des gens qui aimeraient ça, qu'on n'ait pas besoin de ça, puis qu'on vit dans un monde de licorne, mais un pays a besoin de forces militaires à un moment donné. Là. Exactement. Et je pense qu'on peut utiliser le budget militaire pour gagner des points dans la négociation avec les Américains parce qu'ils ne veulent plus payer la facture de notre défense. C'est clair. Et on comprend. On n'est pas d'accord avec tout ce que les Américains disent par rapport à notre relation, mais sur la question de rebâtir notre militaire au Canada, je pense qu'on est tous d'accord au Canada qu'il faut faire notre juste part pour défendre nos territoires, nos eaux, contre les menaces de la Russie, du Corée du Nord, de la Chine, etc. Puis, est-ce que le gouvernement propose beaucoup d'argent? Oui. C'est sûr que le budget va ajouter beaucoup d'argent. Il faut convertir l'argent en résultat. C'est possible avec toutes les opérations gouvernementales de gaspiller de l'argent et c'est possible de faire de bonnes choses. Comme je vous donne l'exemple de M. Harper. Pendant la guerre en Afghanistan, on a réussi à acheter les Hercules, les Globemaster, des grands avions, énormes avions stratégiques, des tanks,
des Leopard 2 tanks, et j'en passe. On a acheté tout ça pour moins du budget avant l'échéancier. Et on peut le faire encore. On a coupé la bureaucratie, enlevé la politique du procès de l'achat, et ça a économisé des milliards de dollars, et ça a sauvé probablement des centaines de vies de nos soldats en Afghanistan en leur permettant d'utiliser les meilleurs équipements. J'espère que dans l'achat des équipements qui s'en viennent, qu'on va faire exactement la même chose. Et quand je serai premier ministre, on va faire en sorte qu'on obtienne la meilleure valeur. On a besoin d'au moins 2 bases militaires dans le Grand Nord. On a besoin des sous-marins, des avions de chasse pour protéger le Grand Nord et pour enlever la responsabilité des Américains de protéger nos territoires. Et on peut aller aux Maisons-Blanches en disant, écoutez, regarde, si on a une économie qui fait l'échange les deux côtés de la frontière, nous aurons beaucoup plus d'argent pour défendre notre sécurité collective dans l'Amérique du Nord. Donc, c'est dans vos intérêts d'avoir un libre-échange entre États, entre pays, et parce que ça va nous permettre de faire plus pour notre sécurité commune. On a vécu une expérience récente assez spéciale avec Post Canada, la grève qu'on a vécue. Par exemple, nous, on voulait envoyer des livres par la poste. Ça nous coûtait 5 à 6 $ normalement, mais là, sans le service de Post Canada, il fallait faire affaire avec des entreprises qui n'étaient pas habituées de le faire, évidemment. Puis on se ramassait avec des coûts de 30 à 35 $ pour envoyer des trucs par la poste. Évidemment, ça a ralenti le courrier dans toutes sortes d'entreprises qui l'utilisent, notamment les compagnies d'assurance, par exemple, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est rendu où exactement en 2025 avec Post Canada? Est-ce que c'est une entreprise que sous un gouvernement conservateur, on pourrait commencer à penser à privatiser ou on n'est pas tout à fait là? Écoutez, on aurait pu éviter cette conversation. M. Harper avait fait des changements pour rendre Post Canada rentable et profitable il y a 10 ans, mais les libéraux ont promis de livrer toutes sortes de services dont il n'y avait pas plus de demandes. Les Canadiens n'envoient plus des lettres. C'est des boîtes maintenant qui sont importantes. Et honnêtement, il faut vraiment cibler les activités qui sont pertinentes aux Canadiens. Et c'est vraiment plus le modèle historique. Quand je contacte ma maman à Calgary, ce n'est pas en envoyant une lettre. Et ça n'existe plus, mais le modèle de Post Canada, c'est toujours ça. C'est toujours livrer des dettes. Il y a un monopole là-dessus. Ils ont un monopole sur les lettres. Et ça ne marche pas. Je pense qu'on perd des milliards de dollars. On a perdu 5 milliards de dollars depuis 10 ans à Post Canada. Pourquoi? 5 milliards, c'est énormément d'argent. Et honnêtement, il faut renverser ça. Il faut cibler les services que Post Canada doit faire, mais que le marché ne fait pas, surtout pour les communautés rurales. Mais à part de ça, il faut vraiment réduire le coût et la grandeur de l'organisme. Vous avez parlé justement de bureaucratie. Oui. Là, on nous a dit au gouvernement, on a engagé 100 000 personnes, grosso modo, dans les dernières années, mais on pense qu'il y a 40 000, 44 000 personnes au poste équivalent temps complet qui pourraient être supprimées. Comment on peut avoir 44 000 personnes dont on nous dit que finalement, ils sont peut-être pas... Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là qui ont été engagés? Les 100 000 personnes. Je pense que le commun des mortels se pose la question parce qu'il n'y a aucune entreprise qui a ajouté autant d'employés dans les dernières années. La plupart, au contraire, avec les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels, tendent à baisser leurs frais d'administration parce qu'ils sont plus productifs, ils essaient de l'être, ils essaient de faire plus avec moins. Comment ça qu'au gouvernement, on fait moins avec plus? Et c'est encore pire parce qu'en même temps qu'ils ont ajouté 100 000 fonctionnaires, ils ont doublé, plus que doublé, le budget pour les consultants. Et c'est pas rien. Ça a passé de 10 milliards à 26 milliards de dollars par année pour des consultants. Wow. C'est 1 400 $ pour chaque famille canadienne pour financer des consultants fédéraux. Ils font quoi, ces gens-là? Le travail des fonctionnaires. C'est quoi? Oh mon Dieu. Et croyez-vous à ça qu'on va réduire la fonction publique de 40 quelques mille personnes? Là, ils ont dit quoi d'ici 10 ans, d'ici 6 ans, je crois?
On dirait que personne n'y croit vraiment, en fait. C'est encore une autre promesse que M. Carney fait, mais ça reste à voir, vraiment, parce que la pression politique des syndicats de la fonction publique va être très, très féroce. Mais comment vous l'avez fait à l'époque? Parce que Harper avait diminué énormément le nombre de fonctionnaires à l'interne. Comment ça s'est passé dans cette époque-là? Comment on réussit à le faire, autrement dit? Quand on était là en 2011, entre 2011 et 2015, on a réduit des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois de fonctionnaires, surtout par l'attrition. Quand les gens quittaient, on n'a pas rempli leur position. Et quand une position a été éliminée, un fonctionnaire voulait continuer de travailler, on a essayé de la trouver un autre emploi vidé par quelqu'un qui prenait la retraite. On l'a fait sans réduire les services au public, mais en même temps, c'était politiquement très difficile. On a perdu tous nos sièges, sauf qu'un, le mien, dans la région de la capitale nationale. Donc, il va y avoir énormément de pression. J'ai raison pour laquelle je n'ai pas gagné mon siège dans l'élection, parce que j'ai été honnête, j'ai dit qu'on allait devoir couper la bureaucratie. J'étais un député d'Ottawa, alors les gens disent que ce n'était pas une stratégie sage électoralement, mais au moins j'ai dit la vérité. Mais pour monsieur, c'est triste quand on dit que dire la vérité n'est pas une bonne stratégie électorale. C'est vrai. Mais M. Carney a un problème politique encore pire, parce qu'il a 13 sièges dans la région de la capitale nationale et il promet de réduire le nombre de bureaucrates. Donc, on verra s'il va pouvoir passer à travers la pression politique que les députés de la région vont mettre sur lui. Je suis sceptique là-dessus. J'espère que oui, parce qu'on est en train, comme pays, d'être avalé par la bureaucratie à tous les niveaux. Le temps, c'est pas juste le coût, c'est l'obstruction, le temps que ça prend pour un permis de construction, le deuxième plus lent dans l'OCDE. Donc, c'est des milliards de dollars de projets privés qui sont bloqués par la bureaucratie, la paperasse, et c'est vraiment 3 fois plus longtemps pour avoir un permis de construction pour de logements au Canada par rapport aux États-Unis ou à Angleterre. Et ça coûte cher, cette obstruction. Donc, ce n'est pas juste le fait de payer trop pour des salaires des bureaucrates, c'est aussi l'obstruction qu'il faut éliminer et libérer la force entrepreneuriale de notre pays. Parlant de mauvaise stratégie électorale, dire de baisser le financement de Radio-Canada, c'est considéré justement comme dire la vérité, mais peut-être pas la bonne vérité que les journalistes veulent entendre. Jusqu'à quel point vous pensez que ça vous nuit J'ai dit que j'allais couper le CBC. Radcan, je comprends au moins la justification d'avoir un support pour des médias francophones, étant donné qu'en Amérique du Nord, il y a... On est juste 9 millions. Oui, exactement. Donc, l'État devrait faire simplement ce que les gens ne peuvent pas faire par eux-mêmes. C'est un bien public, finalement. Exactement. Puis, CBC, la couverture pour les conservateurs a toujours été très, très négative, peu importe nos promesses par rapport à leur budget. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ça. Le fait que le CBC nous a donné une mauvaise couverture, ce n'était pas de nouveau. C'était la même chose pour tous les autres chefs conservateurs. Donc, mais encore, il faut trouver des économies quelque part. Et si je dis on va réduire les déficits, on va réduire les taxes et les impôts, à la fin de la journée, il faut dire là où je vais trouver les économies. C'est ça que j'ai fait. Avant toute l'histoire avec Donald Trump, on pensait que la dernière allait plutôt jouer sur un certain nombre d'enjeux dont on parle depuis le début. Un de ceux, vous l'avez abordé, c'est le logement, les maisons. On dirait que c'était le sujet numéro 1 qui a un peu été éclipsé, mais là, on sent que ça revient. Les jeunes ne sont pas capables d'acheter des maisons. Les logements sont hors de prix. On dirait qu'on vit, en fait, dans un... C'est comme, on a l'impression qu'on vit à Singapour, là, dans un petit île où il n'y a plus d'espace, mais on vit dans le 2e plus grand pays au monde. Et c'est comme s'il n'y avait plus de terrain pour construire. Il y a plus... Là, le gouvernement a annoncé son catalogue Sears de maisons, là, Bâtir Maison Canada.
Et là, on nous dit qu'ils vont bâtir des maisons comme dans un genre de régime d'après-guerre. Croyez-vous à ça, ce truc-là? Ou, moi, je crois à personne j'ai rencontré personne qui me dit j'ai assez hâte que le gouvernement me construise une maison. C'est drôle. Les gouvernements ne bâtissent pas des maisons. C'est la réalité. On n'a pas besoin du gouvernement pour bâtir des maisons. On a des bâtisseurs, on a des charpentiers, des plombiers, des électriciens. On a des entreprises, on a des matériaux et on a plein de terrains sur lesquels on peut acheter. C'est quoi l'obstruction? C'est la bureaucratie et les taxes. Je ne sais pas tous les chiffres au Québec, mais en Ontario, 30% du coût du logement, c'est juste les taxes. Et un autre 20% à peu près, c'est les délais et les coûts de paparazzi aussi. Donc, c'est la moitié du coût d'un logement, c'est juste le gouvernement. C'est les bureaucrates qui reçoivent plus d'argent pour une nouvelle maison que le charpentier, l'électricien et le plombier qui bâtissent cette belle maison-là. Donc, au lieu de bloquer les maisons, puis créer un programme pour bâtir des maisons, pourquoi pas simplement enlever l'obstruction et permettre aux gens de bâtir? C'est ça la solution. Éliminant toutes les taxes sur la construction de logements. Il y a le TPS, il y a la taxe provinciale, souvent il y a une taxe de vente. Il y a aussi des frais aux municipalités qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour livrer les tuyaux des parcs, etc. Éliminant toutes ces taxes-là et offrant les plus rapides permis de construction. Et rapidement, nous aurons les maisons les plus abordables dans le G7, j'en suis convaincu. Et c'est ça l'approche que les conservateurs prennent. Et si vous voulez, la preuve, regardons les communautés à côté des États-Unis. Niagara, ça coûte comme 700 000 $ pour une maison, le côté canadien, et à peu près 250 000 le côté américain. Donc, si on le met dans les dollars américains, c'est à peu près le double le côté canadien. Donc, comment ça se fait que dans la même géographie, 15 minutes entre les deux maisons, ça coûte le double le côté du Canada que ça coûte aux États-Unis? Et vous êtes généreux en faisant la conversion de devise parce que la réalité, c'est que l'Américain en dollars américains gagne plus d'argent que le Canadien en dollars canadiens. Vous êtes très géneurs de faire cette conversion-là parce qu'on n'aurait pas besoin de la faire normalement. Exactement. J'étais dans un café à l'île Prince-Édouard il y a quelques mois. J'ai vu une machine d'espresso et c'était pas un endroit très fancy, c'était juste un café normal. J'ai dit, combien ça coûte pour la machine? La madame a dit que c'était 11 000 $ pour une machine d'espresso commerciale. 11 000. Il y avait une dame qui a dit, quand mon mari et moi avions acheté une maison à Montréal en 1969, c'était 9 000 $. Donc, c'était moins d'argent pour acheter sa maison que maintenant ça coûte pour acheter une machine à café. Et je n'ai pas vérifié les chiffres de cette madame-là, mais je lui ai demandé, tu as gagné combien, toi et ton mari, à ce temps-là? Elle a dit, ensemble, à peu près 18 000 $. Donc, c'était à peu près la moitié d'un salaire annuel pour une famille d'acheter une maison dans cette époque-là. Oh, maintenant, c'est 4 à 5 fois le salaire facile. Au moins. Donc, on se demande, après tous les avances en technologie et productivité, pourquoi ça coûte beaucoup plus pour acheter la maison qu'en 1969. C'est parce que, en partie, c'est à cause du fait qu'on a détruit la valeur de notre monnaie en imprimant autant d'argent. Et maintenant, notre monnaie a perdu sa valeur à un point que c'est impossible d'avoir l'accès à la propriété pour un jeune couple à Montréal. Donc, il faut réparer notre monnaie en plus de permettre plus de construction. C'est bien simple. Il faut ajouter les maisons plus vite qu'on ajoute de l'argent. Ce qui est spécial, peut-être pour conclure tranquillement, c'est que quand on regarde le budget Carney, on nous parle de cette productivité-là, de ce besoin d'investissement-là. Ça fait partie du discours de notre fameux banquier central. Par contre, on envoie énormément d'argent, de crédits d'impôt et de ressources fiscales vers l'immobilier pour stimuler la demande. Là, moi, je pense que j'ai une base en économie. Si l'offre ne bouge pas assez vite puis que la demande est stimulée, on va augmenter le prix des maisons. Exactement. Le gouvernement a fait exactement ce qu'il devrait faire pour augmenter les prix.
Ils ont gonflé la demande et contraint l'approvisionnement. Donc, ils ont augmenté la demande en imprimant de l'argent et avec une immigration massive. Plus de personnes avec plus de monnaie, plus de demandes. Et avec la bureaucratie et les taxes, le gouvernement empêche l'offre de nouvelles maisons. Donc, c'est facile à savoir ce qui va se produire si le gouvernement gonfle la demande, empêche l'offre. On va avoir des prix plus élevés. Renversons ces politiques-là et on va résoudre le problème. Pensez-vous que de votre vivant, vous allez venir nous voir en TGV? Hein? En TGV. Parce que ça aussi, là, là, on dirait que c'est plus un TGV, c'est un TGF, là, un train à grande facture. Donc, c'est... Parce que là, on dirait que les grands projets aussi, c'est quelque chose dont on a perdu totalement le contrôle. Avant, on parlait de quelques milliards ou de quelques centaines de millions. Là, on parle de projets de dizaines et de dizaines de milliards avec des échéanciers sur 20, 30 ans. J'ai l'impression que les Canadiens ne croient plus à ça. Là. C'est quoi votre position sur ce genre d'enjeu-là? Les projets géants de l'État, les gouvernements les livrent jamais dans l'échéancier et sur le budget prévu. Donc, les gens ont raison d'être sceptiques chaque fois un politicien vient promettre un autre projet de 20, 30, 40 milliards de dollars parce que, encore, on est avalé par la bureaucratie. Juste les permis pour décider le chemin d'un tel projet. Et ça va prendre des années, des années. Je pense que c'était M. Carney a fait l'annonce sur le TGV et il a dit que l'annonce c'était dans 5 ans, il va y avoir un plan. Un plan. Auparavant, on était capable de compléter des projets dans ce temps-là. En Allemagne, ils ont pu bâtir une grande usine d'importation de gaz naturel en 194 jours. De l'annonce à livraison du projet au complet. Mais au Canada, ça prend des années juste pour avoir un permis, juste pour tracer un chemin pour, par exemple, un pipeline ou un projet de rail. Donc, il faut enlever la bureaucratie pour qu'on puisse accomplir des choses encore au Canada. Pierre Poilievre, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est très apprécié votre présence. Puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec le budget. Peut-être qu'on est en élection rapidement. On verra. On ne sait jamais. Et on sait que ça coûte cher, le budget. Et, on sait qu'on peut faire mieux. Et merci aussi d'avoir provoqué une conversation intéressante au Québec. Je suis un grand fan de votre émission. Merci. Merci. OK.